Nous n'avons pas pour intention de vous raconter ici toute l'histoire du miel. C'est une histoire beaucoup trop longue. Essayons cependant d'en voir l'essentiel. Sans fleurs, pas de miel. Aussi consacrerons-nous une partie importante de ce document à présenter celles qui ont le plus d'intérêt pour les abeilles. Au début du printemps, l'activité à l'entrée des ruches est encore réduite. Quelques ouvrières cependant vont et viennent. Certaines d'entre elles ont les pattes lourdement chargées de pollen. Des gardiennes vigilantes, allant et venant sur la planche de vol, contrôlent les arrivantes, prêtes à chasser impitoyablement celles qui tenteraient de rentrer dans une ruche qui ne serait pas la sienne. Mais voyons tout d'abord la définition du miel. Le miel est, nous dit une norme européenne, la substance sucrée produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar ou des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, qu'elles butinent, transforment et combinent avec des matières spécifiques et emmagasinent dans les rayons de la ruche. C'est là toute l'histoire du miel en quelques mots bien choisis. Mais trêve de texte austère, allons au champ avec les butineuses. Avec les premiers beaux jours, les besoins en nourriture des ruches sont de plus en plus importants. Butiner devient un besoin impérieux pour les ouvrières qui doivent profiter des premières fleurs pour collecter et apporter à leur ruche nectar et pollen à un moment où les stocks de provisions sont généralement au plus bas. Le pollen est la seule source de protéines de la colonie. C'est donc un aliment indispensable. Mais tout aussi nécessaire est le nectar qui, transformé en miel, sera la source énergétique essentielle de nos abeilles. Au printemps, la flore est souvent très abondante. Les arbres fruitiers offrent aux ouvrières tout au long du printemps une source non négligeable de nectar et de pollen. Amandiers ou pruniers, pêchers ou cerisiers, pommiers ou poiriers et combien d'autres. Mais la plupart d'entre eux profitent aussi directement du butinage des abeilles. Celles-ci, en effet, en allant de fleur en fleur, assurent le nécessaire transport du pollen indispensable à leur fécondation. C'est ce que l'on appelle la pollinisation. C'est cette flore variée qui procure aux abeilles les éléments nutritifs indispensables au nouveau développement des populations, dont l'importance s'est fortement réduite au cours de l'hiver. Le cerisier est un arbre généralement autostérile, c'est-à-dire que sa mise à fruit ne peut être assurée correctement sans le concours des insectes butineurs et notamment des abeilles. Voici un prunier en pleine floraison. C'est par les nectaires des plantes que le nectar est élaboré. C'est un liquide sucré, incolore, plus ou moins riche en sucre, qui attire les insectes butineurs et notamment les abeilles. Ramenée à la ruche, cette matière première s'enrichit peu à peu de diverses substances grâce à de nombreux échanges d'abeille à abeille. Ceci va avoir pour effet de dédoubler le saccharose du nectar en fructose et glucose, deux sucres qui sont les principaux composants du miel. L'excès d'eau s'évapore lentement, passant des 70 à 80% du nectar initial aux 17 ou 18%, parfois moins, du miel mûr. Le pissenlit est une plante de très grand intérêt apicole, procurant aux abeilles du pollen et du nectar en abondance. Le pommier est un des arbres fruitiers qui a le plus besoin de l'assistance des insectes pollinisateurs et donc des abeilles pour assurer sa mise à fruit. Il est parfois généreux en nectar. La floraison très étalée dans le temps des diverses races de pommiers n'est pas sans intérêt apicole. Et nous en arrivons au seuil de la période des grandes niellées.
Les colzas vont bientôt fleurir. Il est temps d'aller au rucher pour nous rendre compte de l'état de développement des colonies. L'examen du couvain est une opération très importante. Elle permet en effet à l'apiculteur de se rendre compte de l'état de développement des colonies et de leur bon état sanitaire. Déjà du miel nouveau est stocké dans la partie supérieure du cadre, au centre du couvain operculé. Ici, un cycle complet de jeunes ouvrières vient de s'achever, aussitôt remplacé par une nouvelle ponte de la reine. Perturbées par la visite de l'apiculteur, de jeunes ouvrières s'agglutinent en chaîne à la base du cadre. Et voici la reine. Lourde d'œufs, elle se traîne sur le cadre, incapable de voler. Avec l'arrivée des grandes mielées, l'activité à l'entrée des ruches devient fébrile. La culture du colza s'est considérablement développée depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette plante oléagineuse couvre de nos jours de très vastes étendues, offrant aux abeilles une floraison printanière d'une exceptionnelle densité. Si les conditions météorologiques sont favorables, les butineux sont susceptibles de faire une récolte très abondante qui dépassera largement les besoins des colonies. Il faudra donc agrandir les ruches, c'est-à-dire poser des hausses. C'est pour profiter de cette mielée que les apiculteurs ont souvent coutume de transporter leurs ruches à proximité de cette culture lorsqu'elle commence à fleurir. Cette transhumance leur permet de faire quelques semaines plus tard leur première récolte de l'année. Celle-ci devrait être faite dès la fin de la floraison, car le miel de colza, très riche en glucose, cristallise très rapidement. Avec la grande mielée de colza commence aussi la période d'essaimage. Ici, un essaim vagabond prend possession d'une ruche vide. Un essaim s'est posé dans un sapin. Il est en train d'être recueilli par l'apiculteur. Le panier transporté au rucher, l'apiculteur va procéder à sa mise en ruche. Il effectuera cette opération en le secouant simplement au-dessus de sa nouvelle demeure, dont les abeilles prendront rapidement possession. Avant de passer à la présentation des travaux de la récolte, il nous faut encore décrire quelques sources importantes de nectar.
Le robinier faux acacia est un arbre du plus grand intérêt pour les abeilles. Son miel, d'un goût très fin, très riche en fructose, reste généralement liquide lorsqu'il est pur. C'est un miel de grand cru, particulièrement apprécié des gourmets. Les fleurs d'acacia sont particulièrement fragiles. Une gelée, une forte pluie peuvent en quelques minutes anéantir toute la mielée. Les lavandes sont des plantes typiquement méridionales. Cependant, il en est cultivé un peu partout comme plante ornementale, et partout où elles fleurissent, même à l'état isolé, elles attirent de nombreux insectes, abeilles, bourdons et papillons. Toutefois, la production du miel de lavande est spécifique du sud-est de la France. Le miel de lavande, très parfumé, est d'une très grande qualité gustative. Et voici les tournesols. Ces grands soleils, comme on les appelait jadis, ont la curieuse coutume d'épanouir leurs inflorescences, toujours du même côté, vers le soleil levant. Ne dépassant guère autrefois les limites géographiques de la culture de la vigne, le tournesol, grâce à de savantes sélections, a conquis peu à peu toutes les régions de grande culture. La grande robustesse de cette plante et sa floraison estivale en font actuellement l'une des principales sources de nectar dans notre pays. Produit relativement nouveau, le miel de tournesol de structure et de goût très particulier n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur par le consommateur, qui lui préfère souvent des miels plus traditionnels. Dans les régions d'herbage et en particulier dans le nord-ouest de la France, la floraison des trèfles blancs marque le début de la grande mielée estivale. C'est une mielée longue pouvant durer de 7 à 8 semaines, durant lesquelles les abeilles peuvent produire un miel d'excellente qualité dont la cristallisation lente est généralement très fine. De nombreux arbres d'alignement, de forêts, de parcs ont un réel intérêt pour les abeilles. Les tilleuls en particulier donnent dans certains pays d'Europe centrale des miels de cru très renommés.